Salutations. Dans ce troisième chapitre sur les fonctions polynomiales, nous allons nous intéresser à la forme factorisée des polynômes de degré 2. Nous verrons dans un premier temps à quoi correspond concrètement cette forme factorisée. Puis nous chercherons comment on l'obtient à partir d'un polynôme sous forme développée. Et enfin nous verrons les avantages que l'on peut en tirer dans certaines situations. Tout d'abord, revenons un peu en arrière à l'époque des fonctions affines, qui ne sont après tout que des polynômes de degré 1. On avait vu que l'on pouvait multiplier deux fonctions affines l'une par l'autre pour obtenir une fonction plus complexe, et nous avions étudié le signe de la fonction résultante. Eh bien, cette fonction issue du produit de deux fonctions affines n'est rien d'autre qu'une fonction de polynôme de degré 2. Prouvons-le tout de suite. Si l'on prend deux fonctions affines u et v, dont voici les expressions, et si on les multiplie entre elles, on obtient une fonction f dont l'expression est f de x égale 5x moins 10, facteur de 0,6x moins 3. Ceci est bien une expression factorisée, puisque c'est le produit de deux facteurs, l'opération principale étant une multiplication. À présent, développons l'expression de f. Distributivité, simplification, tout ça, on obtient une forme que l'on reconnaît comme étant un polynôme du second degré. f de x égale 3x carré moins 21x plus 30. C'est bien une expression de la forme ax carré plus bx plus c. Donc c'est un polynôme du second degré sous forme développée, la forme classique que l'on a vue jusqu'à présent. Voilà donc ce que c'est que la forme factorisée du polynôme du second degré. C'est la multiplication de deux fonctions affines. En réalité, elle préexistait à la forme développée. On a vu la forme développée en premier parce qu'elle est plus facile à identifier et à analyser. Mais on voit ici que le produit de deux fonctions affines est une forme plus basique de polynôme de degré 2. Et si l'on prenait trois fonctions affines que l'on multipliait, cela donnerait une fonction polynôme de degré 3, etc. Observons à quoi cela ressemble graphiquement. Voici la droite représentative de la fonction u, et voici la droite représentative de la fonction v. Pour trouver un point de la courbe de la fonction produit, il faut multiplier les ordonnées de chacun des points qui composent ces deux droites à abscisse égale. Illustration. Prenons l'abscisse x égale 3. Le point de la droite de u, qui a pour abscisse 3, a pour ordonnée 5. Le point de la droite de v, qui a pour abscisse 3, a pour ordonnée moins 1,2. Donc le point d'abscisse 3 de la courbe de la fonction produit aura pour ordonnée 5 fois moins 1,2, ce qui donne moins 6. Pour l'abscisse x égale 1, on a u de 1 égale moins 5 et v de 1 égale moins 2,4, ce qui donne, quand on les multiplie, moins 5 fois moins 2,4 égale 12. Si on procède de même pour tous les autres points, on obtient une parabole, ce qui est cohérent puisque c'est bien la représentation graphique d'une fonction polynôme. Maintenant, remarquons une particularité intéressante. Les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses sont exactement aux mêmes endroits que les points d'intersection de chaque droite avec l'axe des abscisses. Et ce n'est pas un hasard. Quelles que soient les deux fonctions affines que l'on multiplie entre elles, leur fonction produit partagera toujours leur point d'intersection avec l'axe des abscisses. C'est tout à fait logique en réalité. Si pour x égale 2 la fonction u vaut 0, quelle que soit la valeur de v, alors la fonction f vaudra 0 fois quelque chose, ce qui fera forcément 0. Et de la même façon, quand v s'annule, la fonction f s'annulera nécessairement. C'est le principe que nous avions déjà vu dans le chapitre sur le produit de deux fonctions affines. Rappelez-vous. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, donc f de moins 2 égale 0. Tiens d'ailleurs, comme chacune des droites ne croise qu'une seule fois l'axe horizontal, ça montre bien que leur produit ne peut croiser que deux fois cet axe, au maximum, et une seule fois si elle croise l'axe des abscisses au même endroit. Ça correspond à ce que l'on avait trouvé dans le chapitre précédent, où on avait calculé qu'un polynôme peut avoir jusqu'à 2 racines réelles. Bon, c'est très bien tout ça, mais maintenant, quand on a un polynôme au départ,
comment peut-on trouver les deux fonctions affines dont le produit va nous donner ce polynôme? Parce que l'objectif, c'est ça. Si on est face à un polynôme sous sa forme classique, on doit pouvoir le factoriser. Eh bien, c'est là que l'on va avoir un souci, parce que, en réalité, on pourrait trouver une multiplicité de fonctions affines qui correspondent. Regardez, si vous prenez les fonctions affines i et j, i de x égale 3x moins 6 et j de x égale x moins 5, et si vous les multipliez l'une à l'autre, allez-y, faites-le, leur produit vous redonne le même polynôme que l'on avait obtenu avec u et v. Et de même, si on prend deux autres fonctions affines m et n, calculer leur produit, on obtient de nouveau la fonction f quand on les multiplie. Et on pourrait trouver comme ça une infinité de couples de fonctions qui donnent le même produit. Pour faire simple, c'est une histoire de coefficients directeurs et de multiples, vous comprendrez plus tard. Et graphiquement, cela fonctionne aussi. Voici u et v, ainsi que leurs produits. Maintenant, voici i et j, ainsi que leurs produits. Et ici m et n, et leurs produits. Vous voyez que dans tous les cas, la parabole résultante est la même. Vous pouvez aller vérifier sur GeoGebra, tracer vous-même ces différentes courbes. Et on peut remarquer au passage que toutes ces fonctions affines coupent l'axe des abscisses aux deux mêmes endroits. Alors lequel de ces couples de fonctions affines dois-je choisir pour factoriser mon polynôme? Puisqu'ils fonctionnent tous, est-ce que n'importe quelle solution convient? Ou bien y en a-t-il une meilleure? Eh bien, en réalité, oui, il y a une factorisation plus pertinente que les autres. Et ce n'est aucune de ces trois-là. Pour la trouver, on va ruser un peu. On va vouloir utiliser deux fonctions affines dont le coefficient directeur est 1. La factorisation d'un polynôme du second degré sera donc de la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, où la valeur de a est la même que dans la forme développée, et où les nombres x1 et x2 sont les racines du polynôme que l'on trouve par la méthode vue dans le chapitre précédent. Remarquez que dans cette expression, on a bien un produit de deux fonctions affines, x moins x1 et x moins x2 sont toutes les deux de forme mx plus p, où m égale 1. Simplement, l'ensemble est multiplié par une constante. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait ruser. Mais en fait, cela ne change rien, c'est bien toujours une factorisation. Simplement, il y a trois facteurs et l'un des facteurs est une constante. Dans le cas de notre fonction f, nous pouvons calculer les racines de ce polynôme et en déduire la forme factorisée. Je vous laisse faire. Mettez la vidéo en pause, faites ces calculs et revenez me dire ce que vous avez trouvé. Vous avez trouvé un delta de 81 et deux racines qui sont 2 et 5? C'est très bien. Et vous avez donc écrit la forme factorisée f de x égale 3 facteur de x moins 2 facteur de x moins 5. Ça, c'est la factorisation, disons, officielle d'un polynôme. C'est la plus élégante parce qu'elle a une écriture très simple. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'on peut retrouver les trois autres factorisations que j'avais données à partir de celle-ci. Si vous vous amusez à distribuer le a, c'est-à-dire le 3, avec la première parenthèse uniquement, vous devriez retrouver le couple de fonctions i et j. Et si vous distribuez le 3 sur la deuxième parenthèse uniquement, vous trouverez les deux fonctions m et n. Ça confirme bien que cette forme résume les autres. Pour retrouver les fonctions u et v du départ, c'est un peu plus tordu. Il faut multiplier la fonction m par 5 et la fonction n par 1/5. Cela revient à multiplier l'ensemble par 1, donc ça ne modifie pas le polynôme dans son ensemble, mais ça donne des fonctions affines différentes. Vous voyez, en fait, c'est logique que toutes ces fonctions que je vous ai données au début donnent la même chose quand on les multiplie entre elles. Et on peut en trouver plein d'autres de la même façon. Je vous conseille d'essayer. Il suffit de prendre l'une des formes factorisées et de multiplier une partie par 4 et l'autre par 1/4 par exemple. Maintenant que l'on a la forme factorisée de notre polynôme, regardons ce que cela donne graphiquement. Voici la droite représentative de la fonction y égale x moins 2. Et voici la droite qui représente la fonction y égale x moins 5. Elles sont parallèles, puisqu'elles ont toutes les deux un coefficient directeur de 1. Et elles coupent bien l'axe des abscisses respectivement en x égale 2 et x égale 5. Ce qui fait que la parabole de leur produit coupe aussi l'axe des abscisses aux mêmes endroits. Donc pour résumer, dans la formule de la forme factorisée d'un polynôme, le x1 et le x2 correspondent aux racines du polynôme.
donc au point d'intersection de sa parabole avec l'axe des abscisses. Et le A, à quoi sert-il? Eh bien, il détermine l'élancement de la parabole. Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, une parabole peut être plus ou moins étirée, ou plus ou moins aplatie. C'est le paramètre A qui influe là-dessus, que ce soit dans la forme factorisée, dans la forme développée, ou même dans la forme canonique, comme on le verra dans le prochain chapitre. Ici, je garde la même expression, mais en faisant varier uniquement le coefficient A. Vous voyez que plus A est grand, plus la courbe est étirée. Mais plus A est petit, plus la parabole est trapue, aplatie. Lorsque A est négatif, comme on l'a déjà vu, la parabole est inversée en grimace. Par contre, les points d'intersection avec l'axe des abscisses ne changent pas. Oui, j'entends une question pertinente. Puisqu'on trouve la forme factorisée d'un polynôme en calculant ses racines, que se passe-t-il quand on trouve un delta négatif? Du coup, le polynôme n'a pas de racines. Alors, on ne peut pas trouver sa forme factorisée? Eh bien oui, c'est exactement ça. Un polynôme qui n'a pas de racines ne peut pas être mis sous forme factorisée. Tant pis pour lui. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, un polynôme dont le delta est nul, on a dit qu'il n'admettait qu'une seule racine. Eh bien cela signifie que sa forme factorisée sera a facteur de x moins x0 au carré. C'est pour ça notamment qu'on a dit dans le chapitre précédent que c'était une racine double. Théoriquement, un polynôme qui n'a qu'une seule racine, c'est le produit d'une fonction affine avec elle-même. Donc la règle complète sera celle-ci, où les 3 cas de polynômes sont pris en compte. Tout de suite, un peu d'entraînement. Trouvez la forme factorisée de ces polynômes, si elle existe. N'oubliez pas, il faut bien mettre le a en facteur avec son signe. Une petite remarque, il existe une autre méthode pour factoriser un polynôme sans passer par le calcul des racines, mais ça commence déjà à être long, alors si ça vous intéresse, je vous renvoie vers une leçon de Khan Academy, dont le lien est dans la description. Très bien, vous savez maintenant comment trouver la forme factorisée d'un polynôme du second degré à partir de sa forme développée. Vous savez également à quoi correspond graphiquement cette forme factorisée. Il vous reste à comprendre à quoi ça va bien pouvoir vous servir. En fait, c'est assez simple. À quoi ça sert en général de factoriser une expression? Tout simplement, ça sert à simplifier d'autres expressions plus complexes. Imaginons par exemple que nous avons la fonction suivante. f de x égale 8x carré plus 16x moins 120 divisé par x plus 5. Au passage, on appelle ça une fonction rationnelle. Si vous passez le polynôme qui est au numérateur sous forme factorisée, vous verrez apparaître quelque chose d'intéressant. Allez-y, essayez, mettez en pause et factorisez le numérateur. Ça y est, vous y êtes? Normalement, pour le polynôme que j'appelle p de x, et qui est 8x carré plus 16x moins 120, vous avez dû trouver que le discriminant delta vaut 4096. On en déduit donc que p de x admet deux racines, qui sont d'après les formules x1 égale moins 5 et x2 égale 3. De là, on peut écrire p de x sous la forme 8 facteur de x plus 5 facteur de x moins 3. Et maintenant, il suffit de simplifier la fraction. On voit apparaître au numérateur et au dénominateur le même facteur x plus 5, ce qui nous permet de le simplifier. Il nous reste donc une fonction très simple, f de x égale 8 facteur de x moins 3, ce qui vaut aussi 8x moins 24. Amusant, non? Qui aurait cru que sous cette apparence si complexe se cachait en fait une inoffensive fonction affine? Tiens, regardons ce qui se passe si on programme cette fonction sous sa forme compliquée. Oui, en effet, ça donne bien une droite. Le logiciel reconnaît donc bien que l'on a affaire à une fonction affine. Voici tout de suite deux autres exemples à faire chez vous. Cette fois, attention, il faudra factoriser à la fois le numérateur et le dénominateur pour faire apparaître un facteur commun. Je vous conseille de les faire individuellement à côté, puis de les remettre sous forme de fraction afin de simplifier. Une fois que vous les avez factorisés, vous pouvez faire l'étude de signes de la fonction. Elle est plus facile à faire une fois que les fonctions sont simplifiées que quand elles sont sous leur forme initiale, évidemment. Si vous voulez encore vous entraîner, je vous conseille de fabriquer vous-même des polynômes. C'est assez simple. Faites-les sous forme factorisée, puis développez-les. Et le lendemain, recherchez la forme factorisée en cachant la réponse. Vous pouvez également chercher à fabriquer des polynômes qui n'ont pas de forme factorisée, donc avec un delta négatif.
Et quant à moi, je vous retrouve dans le prochain chapitre pour l'étude de la forme canonique d'un polynôme.